Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. On retrouve Francis Gosselin, notre économiste, et bonne nouvelle, je pense, parce qu'on sait qu'on paye trop cher pour nos téléphones cellulaires et tout ce qui est télécommunication. Si on compare, entre autres, avec les États-Unis, là, il y a peut-être un petit peu de compétition qui s'amène dans le marché, puis ça, généralement, ça fait baisser les prix. Oui, sauf que malheureusement, Jean-François, cette compétition-là, elle va surtout se faire dans l'ouest du pays. Comme tu le sais, dans le contexte de la fusion entre Shaw et Rogers, il y avait eu l'obligation de se départir pour Rogers de sa filiale Freedom Mobile, qui a été achetée par Québecor, notre maison mère, pour la petite somme de 2,85 milliards de dollars. Et donc, cette transaction est complétée. Par contre, évidemment, Québecor souhaite pas simplement acquérir des activités existantes, mais possiblement utiliser ça comme un genre de cheval de Troie, si tu veux, là, pour vraiment conquérir l'ouest du Canada. Et évidemment, n'a pas d'installation physique, là, d'infrastructure de télécommunications là-bas. Donc, comme le prévoit la loi, il fallait que Québecor s'entende avec les opérateurs là-bas pour utiliser le réseau. En l'occurrence, c'est Rogers qui est vraiment le réseau dominant là-bas. Et donc, il y avait négociation, mais les deux parties n'arrivaient pas à s'entendre. Donc, il y a eu une forme de modération, là, si tu veux, qui a été proposée par le CRTC. Et la bonne nouvelle, c'est que Québecor a finalement eu, on pourrait dire, gain de cause, en fait, c'est-à-dire qu'elle a obtenu le prix souhaité là, pour accéder à l'infrastructure du réseau. Donc, ça laisse présager que Québecor va vraiment pouvoir s'étendre là, de manière beaucoup plus importante dans l'ouest du pays, puis un peu rétablir la concurrence qui va avoir été perdue par la fusion entre Shaw et Rogers. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les gens de l'Ouest et pour Québecor. Ça ne change rien pour nous autres. Ouais, ben ça va peut-être changer que quand nous, on va aller dans l'Ouest, là, je sais qu'il y a quand même pas mal de Québécois qui aiment ça voyager là, vers la Colombie-Britannique, l'Alberta, etc. On pourrait être un peu gagnant. Je pense que de manière générale, Jean-François, le problème du coût des télécommunications, il est pan-canadien. Hein. Donc, à chaque fois qu'on voit qu'il y a des groupes qui viennent rivaliser davantage, que ce soit dans une province ou dans l'autre, ça signifie plus de concurrence. Puis donc, de voir que les deux parties s'entendent, que Québecor a réussi à avoir un prix, j'imagine, si c'est Québecor qui achète, hein, ça devait être un prix moins grand que ce que Rogers qui vendait souhaitait obtenir. Et donc, ultimement, ça veut dire des prix aussi probablement plus concurrentiels pour nos amis de l'Ouest. Puis éventuellement, encore une fois, comme je te dis, tout ça est intimement lié. Donc, ça signifie, c'est une bonne nouvelle pour le Canada, puis indirectement peut-être pour le Québec aussi. As-tu l'impression vraiment qu'ils se font concurrence? Moi, des fois, j'ai l'impression qu'ils se tiennent. Parce que t'appelles d'un bar, t'appelles de l'autre, c'est sensiblement les mêmes tarifs. C'est comme s'ils savent, hey, oui, je le sais que l'autre, c'est 50$ par mois. Fais-moi pas à croire que tu l'as à 42, c'est impossible. Fait que j'ai plus l'impression qu'ils ont une espèce de handshake pour dire fait que baisse pas trop ton prix, je baisserai pas trop le mien, puis on va continuer de fourrer tout le monde. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, Jean-François, si tu me permets. Évidemment, il y a des normes. Tu sais, le coût de l'infrastructure, lui, il est c'est plus ou moins inflexible. Il faut payer des tours, de l'équipement avancé, de la fibre dans le cas de l'Internet. Et ensuite, il y a aussi des normes en termes de profitabilité. Le marché, beaucoup de ces entreprises-là sont cotées en bourse. Ben, ils vont s'attendre qu'une entreprise de télécom fasse, 7, 8, 12% de rendement sur ses actifs chaque année. Donc, si tu fais un coût qui est plus ou moins fixe, puis un rendement qui est plus ou moins fixe, évidemment, ça fait que le prix que le consommateur y paye, il varie pas tant que ça. Ce qui est la bonne nouvelle, souvent, puis tu sais, encore une fois, c'est pas pour les Québécois autant que pour nos amis de l'Ouest, mais c'est quand un nouvel acteur arrive dans le marché, comme Freedom Mobile, qui va probablement chercher à s'étendre beaucoup maintenant sous la gouverne de Québecor, ben souvent, quand un nouvel acteur souhaite pénétrer un marché, ils font quoi? Ils bradent les prix, hein? Ils offrent des offres très, très, très alléchantes, 20%, 30% moins chères, juste pour acquérir le bassin de clientèle qu'il leur faut. Donc, souvent, pendant une courte période, c'est vraiment intéressant. L'enjeu de la télécommunication cellulaire ou Internet au Canada, c'est que c'est un marché très mature. Chaque fois que tu prends un client, tu le prends à quelqu'un d'autre. Fait que c'est pas comme si c'était un marché où il y avait 20% de nouveaux utilisateurs chaque année. Tout le monde a l'Internet, tout le monde a un cellulaire. Fait que quand Bell il gagne un client, c'est parce qu'ils le prennent à Rogers, puis quand Québecor prend un client, c'est parce qu'ils le prennent à Bell. Fait que c'est qu'à un moment donné, c'est oui, cyclique. Tu peux offrir 5$ de moins par mois, mais il y a personne qui va passer 1 heure au téléphone, puis changer de forfait, puis d'aller là pour sauver 5$. Fait que il y en a un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez sticky, comme on dit en économie.
cette économie-là. Comme les banques, d'ailleurs. Hein, je sais pas, toi, c'est quoi ton expérience, mais tu sais, on change pas de banque aux 3 semaines. Hein, tu sais, à un moment donné, tu as une banque, tu restes un peu pogné avec parce que ton hypothèque est là, ta carte de crédit est là. Puis changer, ça coûte en temps tellement cher que souvent, on prend même le taux que nous donne notre banque sans trop magasiner. Effectivement. C'est comme moins de troubles, moins compliqué et on sauve du temps. Je sais que tu surveilles de près les indicateurs pour l'économie. Je sais que toi, tu penses que peut-être qu'avec tous les hausses de taux, on est déjà en train de réduire et que peut-être qu'on va tarder un peu puis qu'on va se retrouver dans une récession. Puis là, il y a des indices qui pointent dans cette direction-là. Ouais, ben j'aime bien l'analogie qu'on utilise souvent en économie quand on parle de ce que fait la Banque du Canada, c'est que c'est comme conduire, mettons, une course de Formule 1 en regardant dans les miroirs. Tu sais. Fait que c'est comme, t'espères que tu bien gagnes, dit, ça. tu te rends à la fin. Malheureusement, l'économie, tu sais, comme science, là, puis comme des jeux de données, le mieux qu'on peut faire, c'est des données sur ce qui s'est déjà passé. Hein? C'est-à-dire quand je parle avec toi de l'inflation, de la croissance, de l'emploi, c'est le mois dernier ou dans le cas du PIB, tu sais, tu peux t'imaginer, le PIB, là, c'est quand même hyper compliqué. Il faut que tu regardes ce que chacune des compagnies, chacun des particuliers, tu sais, toute l'activité d'un pays ou d'une province a fait pendant un mois donné. Ça prend plusieurs mois à compiler. Et donc là, aujourd'hui, on a eu les données d'avril. Je pensais à avril, Jean-François, je te connaissais même pas en avril, by the way. C'est vrai. Mais hey. C'est comme... Il y a si longtemps, tu sais. Et ta vie était moins agréable? Ah ben, ne te connaissant pas, évidemment. Ben oui. Mais donc, ceci étant dit, ce qu'on apprend, c'est qu'en avril, le PIB du Québec a diminué, mais pas un petit peu, 0,4 %, presque un demi-point de pourcentage. Évidemment, ça risque d'être peut-être un petit bump, puis là, on va remonter. Tu sais, chaque mois, ses particularités, mais ça reste que si on annualisait moins 4 %, ça voudrait dire une baisse du PIB de 5 %. Ça serait une très forte baisse de la production canadienne ou québécoise. Évidemment, comme je dis, c'est un mois, donc c'est difficile d'extrapoler, mais si éventuellement ça se prolonge, et comme tu le sais, une récession, ce sont 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, ben là, on a un premier mois. Éventuellement, s'il y en a un deuxième puis un troisième, on aurait un premier trimestre. Et donc, si l'été, comme ça se pourrait, est plus calme qu'il a été l'année dernière, 2 trimestres, donc on serait, comme ça a été pas mal évoqué depuis un an, techniquement en récession au Québec. Et donc ça, évidemment, ça veut dire que la Banque centrale peut-être est allée déjà trop loin. Ouais. Donc, c'est Puis là, on ne peut pas revenir en arrière dans ce temps-là. Là. On ne peut pas rechanger les choses. On peut pas revenir en arrière, mais on peut rebaisser les taux. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, le maudit taux directeur, comme je dis, mon analogie des miroirs, hein, c'est que le taux directeur, il prend 1 an, 18 mois à se faire sentir. Je l'explique souvent, les gens, ils décident d'acheter une maison, le taux augmente entre-temps, ils vont pas plus acheter la maison. Tu sais, t'es déjà dans... Fait que le temps que les gens décident de plus acheter des maisons ou de changer le prix qu'ils sont prêts à payer, ça prend 6 mois, 1 an, 18 mois. Et donc là, on a augmenté les taux comme des fous pendant de mars à juin. Et donc là, on vit les conséquences de ça. En avril, comme je dis, ralentissement au Québec. Est-ce que ça va être le cas pour mai quand on va voir les données d'ici un mois? Puis là, si c'est le cas, ben, à un moment donné, il va falloir que la Banque du Canada elle prenne acte là, du fait que son action elle a une incidence très négative sur l'activité économique, qu'elle appauvrit les gens, puis éventuellement, peut-être qu'elle renverse la vapeur. Mais encore une fois, il sera trop tard par définition. Toujours cette analogie des maudits miroirs, Jean-François. Oui, j'ai retenu la Formule 1 avec les miroirs. Et on va terminer ça avec les États-Unis. Il a failli y avoir une grève du côté de UPS, mais finalement, on a évité le pire. Oui, exactement. Tu sais, puis UPS, là, c'est pour les gens qui, ben, tout le monde connaît, j'imagine, au moins de nom, mais tu sais, c'est une entreprise qui fait de la livraison de colis rapide. Évidemment, à l'ère du commerce électronique, des transferts, tu sais, entre entreprises, etc. Ça a un rôle très important. Ils emploient 340 000 personnes, Jean-François. Ce qui est quand même, tu sais, c'est pas pire. Plus que toi et moi, plus que Cube. Ouais. Et donc, il y avait menace de grève depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Les employés de UPS sont affiliés au syndicat des Teamsters, qui est un gros syndicat aux États-Unis, très puissant, très vocal. Et donc, c'était essentiellement une question de salaire. Là. Ici, souvent, il y a des grèves là, qui se portent sur plein de choses. Là, on était vraiment une question d'augmentation salariale. Et on parle d'une augmentation là, qui va être
assez significative. Là, on parle de 3 de l'heure là, pour la majorité des employés. Et sur un contrat de 3 ans, je pense, c'est 7,50 $ de plus qu'ils vont recevoir. Même. Donc, c'est quand même des belles augmentations. 7,50 $ si tu travailles à temps plein, c'est 15 000 $ par année. Là, non, c'est beaucoup. Ça va sûrement être refilé sur la facture des livraisons. Ouais, ben, puis tu sais, c'est ça un peu le phénomène hein, de l'inflation, là, évidemment, comme on le connaît, c'est qu'à un moment donné, les gens sont face à la vie chère, on leur donne des augmentations, tu sais, c'est des bonnes augmentations, mais en même temps, tu sais, vu l'augmentation des prix de tout, je pense que c'est peut-être justifiable, mais justement, comme tu dis, ça va se traduire par des coûts plus importants du côté client, puis ben à nouveau, ces clients-là vont trouver que c'est donc cher UPS, donc ils vont demander des augmentations de salaire. Et puis peut-être pour finir là-dessus, mais je trouvais ça complètement fou, donc 340 000 personnes, mais savais-tu, UPS, là, ils traitent, ils contribuent, excuse-moi, à 6% du PIB américain. C'est comme la plus grosse économie du monde. Tu sais, chez nous, UPS, c'est comme un des transporteurs. Tu sais, t'as Puro, DHL, il y a FedEx, il y en a plein. Mais aux États-Unis, là, c'est comme... c'est le système nerveux, là. Tu sais, c'est comme... Il y a des camions, des avions, tu sais, toutes sortes de moyens de transport pour vraiment acheminer toutes sortes de colis, toutes sortes de lettres, etc., entre les particuliers, les entreprises, etc. Et donc, c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait cette entente de principe. Reste quand même qu'il faut que ça soit ratifié par les syndiqués. Et donc, ça va se dérouler tout au long du mois d'août. Mais selon la plupart des analystes, l'offre est quand même raisonnable, voire généreuse. Et donc, ça devrait éviter la catastrophe là, d'arrêter quasiment l'économie américaine pendant cette période-là. Oui, parce que c'est devenu presque un service essentiel à l'économie. Là. Parce qu'avec à l'ère du commerce électronique où tout le monde commande, tout le monde fait livrer, tu peux pas enlever, tu peux pas enlever un employeur comme ça des rues là, parce que ça va stocker dans les entrepôts. Écoute, très bien résumé. On se reparle demain, Francis. À demain. Salut.